Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Blois, dans la région Centre-Val de Loire, et je vais rencontrer Charles Fournier, vice-président de la région Centre-Val de Loire, qui va nous parler du changement de modèle économique pour sa région et des actions qu'il entreprend pour son territoire. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour Charles. Bonjour Angélique. Merci tout d'abord de m'accueillir ici à Blois, dans ta région. C'est un véritable honneur. Moi, c'est un honneur partagé parce que c'est chouette d'avoir l'occasion de raconter ce qu'on fait et de le partager. Donc merci aussi d'être venu jusqu'à Blois. Une très belle ville par ailleurs. Tout à fait, c'est ce que j'ai pu voir. Je suis venue donc te donner la parole en fait sur la chaîne Agir pour changer le monde. Parce que comme tu le sais, la chaîne est destinée à montrer les acteurs qui changent notre modèle économique, qui changent l'économie de notre pays en économie durable. Car je sais que tu es un acteur qui tente de changer les choses, de bouger les choses au niveau de ton territoire pour changer le modèle économique. La première question que j'ai à t'adresser avant de commencer cette interview, c'est qui est Charles Fournier ? Vaste question. Peut-être que je commencerai par dire que je suis sans doute un acteur qui essaye de changer les choses, mais je suis aussi beaucoup la chambre d'écho des gens qui sont en train de changer le monde. Et que la responsabilité d'un élu, bien souvent, elle est un peu pensée comme celui qui, à l'endroit où il est, aurait l'intelligence particulière et trouver les solutions. Moi, toutes les solutions que je fabrique, en fait, c'est en hybridant ce que des tas de gens sont en train de faire. Et ça me ramène à mon histoire et à mon parcours. C'est que je suis quelqu'un qui est issu peut-être de trois mouvements qui me conduisent, qui font aujourd'hui synthèse dans mon action politique. Peut-être la première, c'est là où je suis né. Je suis né au cœur de la Sologne, qui est la plus grande zone de biodiversité d'Europe, la plus grande zone Natura 2000, qui est un poumon vert indispensable et qui est en danger majeur. On dit dans notre région qu'en 2040, il y aura des incendies comparables à ceux de la région des Landes et que tous les arbres de la Sologne vont disparaître d'ici 2050. C'est ahurissant. On a du mal d'ailleurs parfois à se représenter ce que ça veut dire précisément. Et quand on est en Sologne, je dis souvent sous forme de blague, on dit soit chasseur, soit écologiste. Moi je suis tombé du côté de l'écologie. Je dis soit chasseur parce que je suis né dans la capitale de la chasse. Voilà, et d'un territoire. Voilà. Et souvent ce que je dis, c'est que c'est un territoire qui a joué contre nature. Contre nature au double sens du terme, c'est-à-dire qu'il a parié un modèle économique qui n'avait rien à voir avec ce qu'il était, et puis joué contre nature parce que toutes ses activités allaient à l'inverse de cette biodiversité, ou en tout cas avaient un impact très fort sur cette biodiversité. Donc ça, c'est ce premier mouvement qui me conduit à un rapport à la nature, même si parfois j'ai le sentiment de devoir aller de nouveau le chercher parce que le flux de la vie, le rôle d'un élu suroccupé fait que parfois ce retour à la nature, je peux un peu le perdre, mais en tout cas pour moi c'est assez essentiel, c'est fondateur dans mes engagements. Le deuxième, c'est que j'ai une formation d'alternance, je vais dire comme ça, parce que j'ai fait des études, travaillé, très utile. Vraiment, ça s'est fait comme ça, c'était pas un choix, mais au final je suis très heureux de ce parcours-là parce que à chaque fois j'ai eu des expériences que j'ai pu théoriser plutôt que pratiquer des théories. Voilà. Et ça, c'est quand même, je trouve, une chance un peu incroyable. Et donc, j'ai une formation de géographe, d'aménagement du territoire. Et je tire de ça une question essentielle qui est celle des territoires, avec une vision du territoire qui n'est pas le territoire au sens animal du terme, défensif, mais au contraire, l'espace de toutes les interactions à l'intérieur, à l'extérieur. Souvent, je trouve qu'on regarde le territoire en oubliant ce qu'il y a autour, en oubliant les liens de subsistance qui existent avec d'autres territoires. C'est comme aujourd'hui, on regarde son GPS, on ne regarde plus la carte. Et donc on voit que l'endroit où on va. Et il faut quitter le GPS pour retrouver la capacité à regarder la carte et tout ce qui se passe autour. Donc ça, c'est une deuxième clé. Puis la troisième clé, c'est un parcours dans l'éducation populaire, les mouvements d'éducation populaire à qui je dois beaucoup. J'aurais pu par moments dériver dans mon histoire, mais je garde de ça la question de l'émancipation et je dois à ces mouvements-là
cette idée permanente qu'il faut s'extraire, qu'il faut faire le pas de côté, qu'il faut éviter de subir la pensée unique, qu'il faut éviter de subir les situations de domination, quelles qu'elles soient. Et quand je suis élu aujourd'hui, je suis ces 3 éléments-là. Je suis au service des territoires et je travaille avec les territoires, au service de l'émancipation et puis au service de l'écologie. Peut-être je dis un mot sur ce qu'est l'écologie oui, pour moi. Tout à fait, parce qu'effectivement, tu es un grand monsieur de la région Centre-Val de Loire. Je sais pas, en tout cas je suis un monsieur engagé, authentique, qui essaye de l'être tout le temps, et c'est pas toujours simple, parce que la politique est évidemment un univers qui exerce beaucoup de pression, de conformité, où on peut perdre le fil. Moi j'essaye, et c'est le collectif qui garantit ça, c'est de travailler avec les autres qui le permet. Mais oui, juste l'écologie, c'est important pour moi de le dire, quand on reprend la racine du mot écologie, ça renvoie à la question de l'habitat. Et en fait, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment nous habitons sur Terre. Et nous habitons mal sur Terre. Nous sommes en déconnexion avec les écosystèmes. Nous vivons un endroit, nous nous déplaçons de manière permanente avec des déplacements nécessaires, mais aussi beaucoup de déplacements contraints qui pourraient être évités. Nous consommons des produits dont les matières premières viennent de l'autre bout de la planète, qui ont été transformés à un autre endroit, qui arrivent chez nous. On a perdu ce fil du lien aux écosystèmes. Et quand tu parlais de mon lien à la nature, c'est le même sujet. Et je crois que l'économie, le modèle économique actuel, est l'expression la plus forte de cette déconnexion. On a cru pouvoir dominer la nature et faire sans. Finalement, on a cru pouvoir s'extraire de ces contraintes plutôt que de les transformer en opportunités. On a nié ces contraintes et aujourd'hui ça nous rattrape, et ça nous rattrape violemment avec le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité et toutes les conséquences sociales qui sont intimement liées à ça. Voilà pour résumer qui je suis. Je suis élu depuis, j'attaque mon 3e mandat, 2e de vice-président. Et donc tu es vice-président de la région Centre-Val de Loire. Et alors j'ai une délégation au titre très long, mais tous les mots sont importants. J'ai en charge les questions de climat, évidemment pas tout seul. J'ai en charge les questions de transformation écologique et sociale des politiques publiques, et notamment de l'économie, et on va beaucoup parler de ça. C'est ça. J'ai en charge des questions de l'économie sociale et solidaire, qui est déjà finalement un modèle de transformation qui nous raconte quelque chose, et c'est intéressant de s'y arrêter. Et puis j'ai en charge la question de la transition énergétique et de la vie associative. Voilà, donc une délégation pour moi un peu taillée sur mesure par rapport à ce qui me semble nécessaire de transformer. Avant de commencer l'entretien, on va prendre de la hauteur. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous donnes ton regard sur notre modèle économique actuel, sur ce modèle de consommation-production qu'on a depuis pratiquement une centaine d'années. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Peut-être reprendre le fil de ce que je disais. Je crois que ce modèle, il est peut-être le premier élément, il est déconnecté, comme je le disais tout à l'heure, des réalités physiques et des réalités du monde et des limites planétaires. C'est-à-dire qu'il est basé sur l'idée que seul compte la valeur du produit et du service que l'on vend, l'accumulation de biens, mais tous les impacts que génère le processus de fabrication, le processus de vente, finalement, c'est une dette dont on ne parle jamais, la dette écologique et la dette sociale, on n'en parle jamais. Donc je pense que le premier dérèglement, il est là. Tu parles d'externalités finalement. Et c'est ça, exactement. D'externalités qui ne sont absolument pas prises en compte dans notre modèle économique. Que ce soit les pollutions, la question des déchets, la question de la facture énergétique. En fait, là, on est rattrapé par ça, et je crois qu'on commence à en prendre la mesure, mais pendant longtemps, ce n'était pas le sujet. La question des déchets est, je crois, celle qui peut être la plus accessible par les gens, parce qu'ils le vivent à titre individuel, mais c'est quand même une folie absolue. C'est-à-dire qu'on a produit dans une logique d'une économie linéaire pendant des années, et en se disant on va trouver les moyens de se séparer des déchets, sauf que quand on les brûle, on émet des gaz à effet de serre, et donc aujourd'hui, on s'interroge de la manière dont on pourrait produire moins de déchets. Mais pendant 100 ans, parce que c'est l'échelle de temps que tu donnais, on était à contrario de ça. Et puis, troisième élément, pour moi aussi fondamental, c'est la question de la valeur.
C'est-à-dire que la valeur ajoutée, la valeur finalement fuit souvent les territoires, s'accumule à des endroits dans des chaînes très longues et elle est au détriment d'une économie qui irrigue réellement le territoire. Alors il y a des contre-exemples et il faut s'inspirer des contre-exemples, mais globalement, dans ma région par exemple, 90% de ce qui est produit en agriculture est exporté. Et finalement, quand on parle des difficultés des agriculteurs aujourd'hui, c'est aussi ce modèle-là qui les entraîne dans une logique d'exportation intensive qui fatigue les sols, qui abîme l'air, qui abîme leur vie. Et puis on parle des agriculteurs en difficulté, ben oui, c'est ce modèle qui les met en difficulté. Alors il y a de la résistance quant à l'idée d'un changement de modèle, mais si on parle de circuit court aujourd'hui, c'est aussi pour réinventer l'ancrage et cette connexion de l'économie avec le réel. Moi je pense qu'elle est devenue finalement d'une certaine manière irréelle. Elle est devenue, elle s'est mise en marge de nos écosystèmes et ça on le paye très très cher. Et d'ailleurs, je le dis, il y a un petit changement, et moi je le perçois du côté des chefs d'entreprise, des salariés. Il y a 5 ans, on parlait de ça, c'était inentendable. Aujourd'hui, les coûts de productivité, l'impact sur l'activité économique, le coût des matières premières après la crise Covid, je pense que c'est en train de bousculer un peu tout le monde. Et ça, il faut aussi s'appuyer là-dessus. Et je sens du côté des acteurs économiques que ces questions-là sont plus balayées du revers de la main. C'est du côté des politiques où ça reste beaucoup plus compliqué parce qu'il faut... voilà, c'est difficile de dire pendant des années, on vous a raconté qu'on allait régler le problème du chomage, qu'on allait travailler au développement économique, à l'attractivité des territoires, qui est un vrai concept à déconstruire. Et là, finalement, tu dis que c'est le modèle économique qui vous empêche de faire de l'attractivité du territoire. Ah clairement, et puis surtout, il faut redéfinir ce que c'est que cette attractivité du territoire. Elle était basée simplement sur des indicateurs purement économiques d'attractivité des capitaux, des investissements. Le sujet, c'est plus que l'attractivité, et donc son corollaire qui était la concurrence entre les territoires. Aujourd'hui, le mot concurrence commence un peu à s'effacer devant l'idée de coopération, qui est la majeure, y compris pour le monde économique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'avenir pour le monde économique si on ne se retourne pas vers des démarches comme l'écologie industrielle et territoriale, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc on sent qu'il y a un mouvement. Après, je dis ça, moi je suis à une échelle régionale, 95% du tissu économique de la région, c'est des PME-PMI. Et donc, alors malheureusement, souvent très dépendantes de donneurs d'ordre extérieurs à la région. Bien sûr. Et on voit bien la difficulté à bousculer ce modèle-là. Mais en même temps, comme c'est des PME-PMI, il y a quelque chose à jouer dans la proximité pour accompagner les changements. Je doute de la volonté des multinationales d'imaginer un autre modèle, évidemment. Donc moi, je m'attaque à l'endroit où je pense qu'on peut être efficace. Et donc l'endroit où on peut être efficace, c'est dans l'accompagnement des PME-PMI, dans le changement de modèle. Elles sont nombreuses, elles sont sous dépendance, mais on peut transformer ces dépendances peut-être en capacité à porter un changement de modèle. Ces limites dont tu parles du modèle économique, quelles sont-elles au niveau de ton territoire? Comment tu les as expérimentées au fur et à mesure de ton expérience? Tu les as vécues comment? Alors, il y a plusieurs limites. Là, je viens d'en évoquer une, je la réévoque parce qu'elle est importante. C'est un tissu économique de PME-PMI dépendant de donneurs d'ordre. L'exemple dans notre région très flagrant, c'est l'aéronautique. On a des activités économiques qui dépendent de grands donneurs d'ordre. Le deuxième, c'est l'automobile. On vient de vivre, il n'y a pas longtemps, la fermeture probable, malheureusement, de la dernière entreprise fabriquant des jantes pour les voitures françaises. Il y a une bataille, un rapport de force grand qui a été mené par notre région pour imposer aux donneurs d'ordre, en l'occurrence Renault, de garantir de l'achat pour cette entreprise-là, sinon c'était terminé. Et en même temps, c'est un pansement sur une situation... Voilà, ça ne règle pas le problème de fond. Mais on se retrouve sans arrêt à être devant cet exercice-là, à réparer plutôt qu'à repenser un modèle différent. Ça, c'est une première limite. La deuxième limite, c'est, et ça va un petit peu avec, c'est cette logique de l'exportation et de l'incapacité à fabriquer localement. Le fait que les produits manufacturés à l'autre bout du monde vont coûter beaucoup moins cher que ce qu'on pourrait faire en circuit court dans notre région.
une des confrontations dans une région comme la nôtre, c'est que on va produire du bois dans notre région qui peut partir en Chine pour fabriquer des meubles qui vont revenir dans notre région. C'est incroyable. Et c'est complètement dingue. Bien sûr. Quand on raisonne ça, voilà. Et donc on est dans une espèce d'inversion de valeur. Je le dis souvent aussi sur l'agriculture. Il faut qu'on se dise ça. L'agriculture biologique, elle a besoin de labels pour démontrer qu'elle est de qualité. Bien sûr. Le reste de l'agriculture qui impacte, il n'y a pas de label. C'est-à-dire que finalement, les labels sont mis sur ce qui pourrait être bon, alors qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des contre-labels sur ce qui n'est pas bon pour notre santé. Et vous voyez la difficulté à mettre en place le Nutri-Score, par exemple, quand on a une démonstration, les batailles qu'il a fallu mener pour... voilà. Et pour moi, c'est une espèce de monde un peu inversé en termes de valeurs. Voilà. Et puis, une autre limite dans nos territoires, et qui est essentielle et sur laquelle je travaille beaucoup aujourd'hui, c'est la question de l'ingénierie, de l'accompagnement et de la transformation. C'est-à-dire que tout ce tissu de PME-PMI, en fait, voit les problèmes, peuvent les comprendre et les entendre, mais souvent ont une vraie difficulté à agir, une difficulté à être mis en relation pour imaginer des solutions coopératives, une difficulté à penser la transition écologique de l'économie, beaucoup plus qu'une question de financement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup centré sur comment on aide économiquement les entreprises, mais aujourd'hui, c'est l'écosystème d'accompagnement qui n'est pas en place, ou en tout cas qui est basé sur un vieux modèle. Alors, en ce moment, par exemple, il y a un sujet majeur dans notre région, majeur, c'est l'artificialisation des sols. On a fixé une règle, comme à peu près partout en France, en tout cas, on a la responsabilité de l'aménagement du territoire, et on a fixé une règle de réduire de moitié l'artificialisation en 2025 et qu'elle soit nulle en valeur nette en 2040. C'est énorme comme enjeu. Hein. L'artificialisation en France, c'est un département tous les 7 ans. On a une région qui apparaît avoir beaucoup de vide parce que très rurale et agricole. On a un déploiement délirant de zones logistiques en ce moment. C'est partout. Ah, vous avez des hangars XXL, des plateformes sur le modèle Amazon, exactement. Tout à fait. Et la région centre est une cible parce que proche de l'Île-de-France, proche des nœuds autoroutiers, beaucoup plus que ferroviaire. Et là, c'est une consommation complètement dingue. Là, on est à Blois, vous avez à Mer, une zone complètement délirante, alors qu'il y a plein de locaux vides, avec des fonds de pension qui détiennent ces entrepôts. Vous allez à Vierzon, vous allez à Gidy, vous allez à Main-sur-Loire. Dans l'Eure-et-Loire, à Ille-et-Combré, c'est encore plus gigantesque. Et en même temps, tout le monde parle de relocalisation. Donc au moment où on parle de relocalisation, tout le monde se dépêche de continuer finalement à faire vivre le modèle d'avant, business as usual. On est là-dedans. Et ça, voilà, ça c'est des contradictions, c'est-à-dire qu'on est dans le moment où il faut changer de modèle, ça commence à être conscientisé, mais toute la mécanique d'accompagnement, elle est orientée plutôt pour l'instant sur l'ancien modèle. Donc voilà, tout le boulot, c'est de changer ça. On a fait quelque chose, par exemple, qui moi, me paraît un peu incroyable, mais voilà, qui est un début. Hein, mais on a 400 développeurs de l'économie dans la région, dans les chambres consulaires, dans toutes les collectivités, etc. On les a tous formés à la fresque du climat, qui est un outil qui permet quand même de prendre conscience de la situation dans laquelle on est. Former des développeurs de l'économie à la fresque du climat, il y a 4-5 ans, on disait que c'était un truc complètement dingue. Ouais. Voilà. Et là, il y a, moi je suis en train d'essayer de faire en sorte qu'ils deviennent des transitionneurs de l'économie. Voilà. Plus que des développeurs de l'économie, que ça ne soit pas simplement la seule logique linéaire et du chiffre d'affaires et du bénéfice qui soit, mais du bon ancrage de cette activité dans son territoire, du bon ancrage humain de cette activité, de son efficacité du point de vue écologique. Et c'est presque aussi à la naissance des entreprises qu'il faut travailler ça. Et pas une fois qu'elles commencent à être un peu proches du mur. Bien sûr. Voilà. Et donc là, on a une opportunité, quand on a une région, d'accompagner tous ces changements-là. Voilà, ça va prendre du temps, mais c'est majeur. Et donc la question de l'ingénierie, pour moi, on manque aujourd'hui, et c'est une des limites, d'un écosystème organisé pour accompagner le changement de modèle. Ça ne peut pas être de l'incantation, ça ne peut pas être simplement des conditionnalités. On parle beaucoup, évidemment il faut des conditionnalités dans les aides économiques, moi j'ai aucun problème avec ça et au contraire je les pousse, mais ça ne suffit pas. C'est pas simplement, il faut entraîner le changement et ça se passe en proximité. Voilà. Et ça c'est là peut-être le rôle des territoires, le rôle majeur des territoires. On a d'un côté une vision de la transformation qui se fera par une démocratie augmentée,
Mais aussi, à l'inverse de ça, beaucoup qui se disent, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas imposer du haut ? Est-ce qu'une bonne dictature verte ne serait pas la solution ? Et donc, on a une fracture politique qui se construit autour de ça. C'est plus droite-gauche, c'est autorité-verticalité versus local, transformation, décentralisation, accompagnement, démocratie. Moi, je reste sur cette idée-là. Mais je sais que beaucoup de jeunes, par exemple, il y a eu une enquête européenne auprès de jeunes, il y avait, je crois de mémoire, plus de 70% des jeunes qui étaient prêts à avoir un président non élu dès lors qu'il fait ce qu'il a dit qu'il devait faire. Pour moi, c'est vertigineux parce que je reste convaincu que le meilleur chemin est la démocratie, parce que je suis un héritier de tout ça. Mais on voit bien que le débat se porte un peu là, hein, et dans la présidentielle qui s'annonce, le clivage, il va se jouer là, hein, quand bien même. sûr. Hein, voilà, et donc voilà. Donc la question de la démocratie, pour moi, c'est un pilier quand même dans tous les changements. Dans la vision que j'ai de la démocratie, qui n'est pas simplement la forme de gouvernement, hein, qui est un état social. C'est Pierre Rosanvallon qui a utilisé cette idée de démocratie permanente. C'est comme il faut qu'on ait le sentiment permanent d'être en démocratie. Et c'est pas juste parce qu'on a voté qu'on est en démocratie. Bien sûr. Et donc comment on fait vivre ça partout, tout le temps. Voilà, c'est souvent l'expression que j'emploie. Voilà. Et puis je rajoute à ça, c'est aussi une de mes phrases fétiches que je dis, qui est simple mais que j'utilise souvent. On ne change pas le monde sans les gens. Et il faut tellement le changer aujourd'hui qu'on n'y arrivera pas sans les gens. Voilà. En tout cas, c'est ma conviction. Et donc, tout passe par coopérer, embarquer, tenir compte de là où en sont les gens, mettre en lien, mettre en réseau ce que tu fais, ce que je fais aussi comme élu. C'est de connecter toutes les initiatives pour qu'elles fassent masse et qu'elles soient transformatrices. Voilà. On revient peut-être sur ce sujet de la démocratie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as entrepris en matière de démocratie ? Ben, en fait, dans le précédent mandat, en 2015, on a remporté la région à 7000 voix, je crois, avec un rassemblement national très haut et puis une abstention extrêmement élevée. Mais cette situation finalement était la suite d'une histoire qu'on voit s'écrire quand même depuis longtemps. Et moi, j'avais la conviction qu'il fallait plus profondément s'attaquer à la question de la démocratie et essayer de changer le regard qui est porté sur la démocratie, qui est souvent, dans notre pays, on se pense comme le berceau de la civilisation, le modèle de la démocratie. Il y a un classement mondial des démocraties qui place la France au-delà du 30e rang et dans les démocraties imparfaites. Et finalement, quand on y réfléchit bien, ah oui, il y a plein d'éléments. Par exemple, la liberté de la presse, il y a beaucoup à dire sur l'organisation des groupes de presse. Et puis souvent, on résume la démocratie à voter. Sauf qu'il y a de plus en plus de pays dans le monde qui votent et pour autant, on ne peut pas considérer que la démocratie progresse. Donc du coup, pour moi, la démocratie, elle est aussi un état social au sens d'un état de nos capacités à être ensemble, à faire ensemble, à influer le destin. Finalement, la démocratie, elle est à cet endroit-là. Elle n'est pas simplement... voilà. Et donc, du coup, je dis qu'elle doit vivre tout le temps et partout. Et fort de cette idée-là, je me dis, on ne pose jamais la question de la démocratie aux gens. Donc moi, je suis parti en tournée pendant 1 an dans la région. Alors, je n'ai pas fait que ça, on a fait plein de choses. Hein. Je n'ai pas tout raconté parce que ce serait trop long, mais on a utilisé une plateforme numérique pour ça aussi. On a mobilisé des tas d'instances existantes pour travailler sur la démocratie. On a inventé un jeu autour de la démocratie. Bref, on a fait énormément de choses. C'était passionnant avec une association qui s'appelle Démocratie Ouverte. Et pour aller poser la question de la démocratie aux gens. Finalement, comment vous imagineriez la démocratie ? Quelle proposition pour l'améliorer ? On a recueilli 500 propositions. Toutes ne concernaient pas la région, mais celles qui concernaient la région, je les ai transformées en une délibération en avril 2018 de la région. Et voilà. Et pendant 1 an, en tournée dans les territoires, ça veut dire 32 journées passées intégralement dans les territoires, du matin au soir. On avait le petit déjeuner des engagés, on avait des déambulations dans des supermarchés à la rencontre des gens, on a fait voter des gens dans le tram à Orléans, enfin bref, on a exploré plein de voies. On a rencontré des personnes en précarité avec qui on a inventé aussi des manières de discuter autour de ces sujets-là. Et moi, ça m'a beaucoup bousculé. Je savais beaucoup de choses, mais j'ai vu de près d'ailleurs émerger le mouvement des Gilets jaunes parce que c'était juste avant. Voilà, j'ai senti finalement que beaucoup de gens se sentaient en dehors de cette démocratie permanente, se sentaient à côté. Voilà, et donc et depuis
puis, voilà, moi, je suis un peu opérationnalisé modestement, parce que c'est une transformation très longue, cette idée d'une démocratie qui vit tout le temps et partout, qui repose sur l'agir, pas que sur le dire, le pouvoir d'agir. Voilà, et donc, on a développé depuis des tas de dispositifs pour soutenir les initiatives collaboratives dans les territoires. On a un dispositif extraordinaire qui s'appelle À vos idées. On a développé des pratiques autour... voilà, on a parlé beaucoup de la Convention citoyenne pour le climat. Moi, j'en ai fait 3 avant, plus modestes dans une région, mais une sur les déchets, une sur la démocratie, où les habitants tirés au sort de chaque département ont travaillé pendant 1 an pour faire une proposition sur la démocratie. On en a fait une sur le climat. Et de tout ça est né un autre processus qui est à l'œuvre aujourd'hui, dont je pourrais dire quelques mots, qui est la COP régionale, qui est, à la différence de la COP mondiale, même si c'est les mêmes principes qui sont abordés, nous on est centré sur l'action et pas sur les trajectoires. Et donc on a un processus un peu exceptionnel qui s'appelle cette COP régionale, qui m'a valu d'ailleurs d'aller à Glasgow pour la COP 26, de revenir évidemment déçu comme à peu près tout le monde. Mais voilà, et parce que je crois beaucoup au rôle des territoires dans ces transformations. En gros, on pèse à peu près 12% des émissions de gaz à effet de serre directement, et on a un pouvoir indirect sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Et moi, j'appelle à une rébellion des territoires quand les États sont pas à la hauteur. Voilà. Et donc voilà. Et tout ça, le fil conducteur a été quand même coopérer, pouvoir d'agir, une démocratie qui vit tout le temps. L'élection est un temps important, mais n'est pas forcément la majeure absolue de la démocratie. Et voilà, et donc dans tout ce que je fais, c'est encore là, ou dans tout ce qu'on a entrepris dans la région, cette expérience-là a nourri la suite. Voilà, c'est ce contact direct avec les gens, ces journées entières. J'ai même poussé le bouchon jusqu'à dormir chez des gens, ça c'était assez incroyable, voilà. Mais c'était pas seulement, évidemment, on a communiqué aussi autour de tout ça. Mais vraiment, c'était une expérience fondatrice parce que j'ai vu des gens inspirants, j'ai vu aussi ce que de donner les colères et les luttes, si on les regarde autrement que comme des emmerdements maximum, elles sont aussi créatrices de compétences, de relecture du monde. Vous savez, quand des gens se battent contre la fermeture d'une gare ou d'une maternité, ils deviennent des experts du sujet. Et si vous les regardez comme ça, le rapport change complètement, et on peut s'appuyer sur cette expertise d'usage. Voilà, et ça nous ramènera assez facilement à notre sujet du jour. Donc je crois beaucoup à la responsabilité des élus d'être à l'écoute des usages, d'accepter les débats et les confrontations, parce qu'on sera évidemment pas d'accord sur tout, mais de repartir de ce qui est en train de se faire, voilà, et donc d'être capable de voir ce qui est en train de se faire, et pas être en chambre à penser les solutions. Moi, honnêtement, en matière d'agriculture, je ne suis pas un agriculteur, mais pour autant, les agriculteurs ne sont que des agriculteurs. Parfois, ils sont autre chose. Et donc, du coup, c'est bien dans le dialogue que nous allons avoir que va se fabriquer un avenir, un futur. Voilà, donc c'est ça qu'il faut provoquer sans arrêt. Voilà, des échanges comme le nôtre. On va parler effectivement de ce nouveau modèle économique qu'on doit construire. Moi, ce que j'ai envie que tu nous dises, c'est finalement ce chemin qui t'a amené vers le modèle économique de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Qu'est-ce qui t'a fait venir à cette notion ? Comment ça s'est passé ? Peut-être que c'est l'approche plus globale portée par l'économie circulaire. Les premières lectures, l'économie de la fonctionnalité s'intègre dans la logique de l'économie circulaire. Peut-être que c'est cette approche-là, d'abord très théorique, quand s'est créé l'Institut national de l'économie circulaire. À l'époque, moi, je n'étais pas vice-président, mais j'étais conseiller régional. On les avait fait venir. On avait eu... voilà. Et donc, d'un coup, il y avait un peu une prise de conscience que, en allant vers cette économie qui réduisait l'extractivisme, qui se préoccupait de la manière dont on produisait, qui se préoccupait de la manière dont on vend, dont on consomme, et de la manière dont on gère l'ultime qu'est les déchets, ça a apporté des réponses à ce qui était peut-être trop intuitif, il faut tenir compte de l'écologie et des questions sociales dans la transformation de l'économie. Et l'économie circulaire
voilà, même si elle ne suffit pas elle-même et qu'elle est restée très conceptuelle, quand on regarde dans les faits, elle a du mal à se déployer. C'est elle sans doute qui m'a amené vers ça. Le deuxième élément, c'est que et je pense qu'on peut dire merci au mouvement des Gilets jaunes pour ça, même dans sa grande diversité, c'est la connexion entre la question sociale et la question écologique. C'est finalement l'absence d'écologie impacte les plus vulnérables, les inégalités augmentent, croît au rythme de la dégradation de notre environnement. Et c'est cette connexion entre les injustices sociales et les injustices environnementales aujourd'hui, elle est beaucoup plus évidente après la crise des Gilets jaunes, la question du prix de l'augmentation du carburant. Bah oui, on peut penser en haut que ça a un impact positif, mais on peut avoir le sentiment en bas que c'est complètement contradictoire, qu'on ne voit pas ce que ça change vraiment dans nos vies, pour aussi, y compris pour l'écologie. Donc je trouve il s'est passé quelque chose autour de ça. Moi, c'était présent avant, mais ça a fait maturer cette question peut-être un peu au-delà et puis donner une légitimité à agir là-dessus, peut-être qui était moindre avant quand les écologistes disaient il faut relocaliser l'économie. Avant la crise Covid, on nous riait au nez. Bien sûr. On nous disait mais non, mais vous avez rien compris, c'est l'exportation, c'est l'export, c'est l'internationalisation, il faut certes réguler. Parce que tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut réguler parce que la mondialisation est excessive. Mais l'idée de la relocalisation, c'est la crise Covid qui l'amène. Et tout le monde en parle. Alors des fois, ça m'agace un peu parce qu'il y a un côté, on découvre le monde. Et en plus, on ne met pas de contenu. Voilà, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette idée de relocalisation. Mais du coup, voilà, là, il y a voilà. Et donc, il faut mais en même temps, on travaille encore les contradictions, comme je le disais tout à l'heure, avec des entrepôts logistiques pour maintenir la logique de chaînes longues Amazon. Voilà. Et en même temps, on dit qu'il faut faire de la relocalisation au moment où on n'a plus de foncier. Enfin, ouais. Donc voilà, donc c'est tout ça qui m'a amené vers ça. Et puis après, dans la région, il se trouve qu'on a un cluster qui s'appelle Necoe, qui porte les questions de l'usage, les questions du service, de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Donc moi, j'ai pas mal coopéré avec eux. Ça a aussi densifié ma réflexion. Et puis enfin, le travail avec Démocratie ouverte, dont je parlais tout à l'heure, sur la démocratie, et c'est une association qui a été créée notamment par des designers, mais qui mettent au service la question du design de service, du design territorial, au service de la transition écologique, de la démocratie. Et donc voilà, ça m'a aussi beaucoup nourri sur comment on pouvait transposer ça dans le monde économique, qui était un monde finalement où, comme je le disais en introduction, ou je ne sais plus si je l'ai dit, mais je vais le dire là, les écologistes, quand ils participent à des majorités, on leur confie jamais l'économie. Donc on a testé plein de choses où marginalement on avait le droit à l'économie, à l'ESS, économie sociale et solidaire, mais jamais tout. Et en fait, aujourd'hui, moi, je transpose ce que j'ai raisonné dans plein d'univers vers l'économie. Alors justement, que fais-tu de cet outil? Parce que tu t'es inspiré de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Qu'est-ce que tu en fais pour ta région? Comment tu le mets en œuvre dans tes programmes et voilà, et avec les villes de ton territoire? Ouais. Comment ça se passe? Alors, peut-être dire que moi je mets ça sous le chapeau transition écologique de l'économie, mais c'est ça que ça trimballe derrière. Hein. C'est l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire. Aussi une transition économique, quelque part. Ça s'appelle transition économique. Bien sûr. Pour moi, c'est... Alors quand on dit transition économique, la limite que je trouve, c'est que on n'y remet pas tout de suite l'écologique et le social comme moteur de la transformation. Voilà. Et donc c'est pour ça que parce que en plus souvent j'entends des élus dire il y aurait une transition écologique, il y aurait une transition numérique, il y aurait une transition sociale et une transition économique. Non, c'est un tout imbriqué. Et voilà. Et donc je pense que la transition écologique et sociale, ou la transformation, parce que transition devient un peu faible, c'est elle qui embarque l'économie. Parce que d'une certaine manière, on la replace pour ce qu'elle est, on la replace au service de l'humain, on la replace au service de nos écosystèmes, et pas l'inverse. Voilà. C'est-à-dire qu'on a voulu tout mettre au service de l'économie. Et voilà. Et donc, ce que j'essaye d'entreprendre autour de tout ça dans cette région, plusieurs dimensions, à la fois travailler sur l'ingénierie que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est clé. Donc, former l'ensemble des développeurs de l'économie, de l'écosystème régional dans l'accompagnement
du changement, avec des acteurs qui travaillent sur les questions climatiques, travaillent sur les questions sociales, travaillent sur les questions de réorganisation de la valeur dans l'entreprise comme Necoe. Donc c'est la mobilisation de cet écosystème auprès du tissu des entreprises pour accompagner le changement. Ça, vraiment, ça peut paraître un peu, comment dire, on peut avoir du mal à se le représenter, mais je pense que c'est vraiment majeur. Ceux qui parlent aux entreprises peuvent accompagner les entreprises. J'ai un exemple là-dessus. Pendant la crise Covid, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Renaissance pour soutenir financièrement les entreprises. Et moi, j'avais mis une règle qui était vous aurez 20% de bonification si vous inscrivez votre changement dans la perspective de la COP régionale et donc des enjeux climatiques, des enjeux sociaux. En fait, il y a eu très peu de réponses. Parce que pour beaucoup d'entreprises, c'était pas perceptible, ils n'avaient pas l'ingénierie, ils n'avaient pas les forces pour faire. Ou les trucs qui me remontaient, c'était une mise aux normes réglementaires environnementales. Le sujet n'était pas là. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça m'a sauté aux yeux que l'enjeu était sur ça. Le deuxième élément, on travaille, il va être créé là au début de l'année, sur un accélérateur de transition écologique. C'est-à-dire embarquer des promotions d'entreprises, donc 15, 20 entreprises, dans un accompagnement global allant du diagnostic de ce que sont mes activités, d'une stratégie de transition et d'une mise en œuvre des actions. Et donc, plutôt qu'aider économiquement, ponctuellement sur un projet, on va accompagner un processus en mettant à disposition de l'ingénierie et en jouant sur la coopération entre les entreprises. Donc ça, c'est quand même une solution qui me paraît importante, alors avec l'idée de l'élargir et de la renforcer. Troisième élément, ça c'est commencé dans le mandat précédent et ça va se généraliser là. Je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale, qui repose sur l'économie de la coopération, puisqu'elle repose sur l'idée qu'à l'échelle au pluriel des territoires, je dirais pourquoi au pluriel, les entreprises peuvent trouver dans la coopération des réponses extrêmement importantes à leurs difficultés économiques, mais aussi aux enjeux sociétaux auxquels elles sont confrontées. Et l'entreprise responsable, ça a évidemment du sens. Donc c'est l'exemple classique qu'on peut donner, c'est les déchets des uns qui deviennent une matière pour les autres, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être de la mutualisation de locaux pour éviter l'artificialisation, ça peut être de la production commune d'énergie à l'échelle d'un territoire, ça peut être la récupération de la chaleur d'une entreprise fatale, la chaleur fatale par une autre, et ça peut entraîner des cercles vertueux aussi de réancrage de l'économie dans le réel du territoire et dans le réel des écosystèmes. Donc ça, on a expérimenté dans 7 territoires de la région. Il y a eu une identification de 1800 synergies possibles entre des entreprises. C'est énorme. Et sont nés des projets un peu partout dans la région. Voilà, maintenant, c'est le passage à l'acte qu'il faut pouvoir accompagner. D'accord. Et là, l'idée, c'est de généraliser progressivement à tous les territoires ces démarches-là. Je disais plusieurs échelles parce que peut-être la limite qu'on a rencontrée, c'est qu'on a pensé ces coopérations à l'échelle d'une zone d'activité et d'un territoire et qu'il faut l'imaginer pluriéchelle. Parce qu'il y a des choses qui s'échangent localement et d'autres qui peuvent s'échanger avec l'autre bout de la région. Bien sûr. Je donne un exemple. Là, je travaille par exemple avec un acteur. Moi, je l'accompagne parce que c'est lui qui a porté l'idée sur une économie circulaire du vélo. Et puis sur une filière économique du vélo dans notre région. Nous sommes la première destination vélo d'Europe. Si tu ne sais pas quoi faire de tes vacances, viens faire la Loire à vélo. Écoute, j'adore le vélo. C'est exceptionnel. C'est plus de 25 millions d'euros de retombées économiques chaque été. C'est un peu plus d'1 million de cyclotouristes chaque été. Et c'est une économie extrêmement intéressante parce que c'est une économie du partage. Parce que c'est une économie qui irrigue les territoires. C'est des loueurs de vélos, c'est le paysan qui fait de l'accueil à la ferme, c'est les petits restaurants, c'est etc. etc. Voilà, et donc on a un potentiel autour du vélo dans cette région qui est extraordinaire. Par contre, si on le regarde de plus près, les fabrications de vélos, c'est pas chez nous. Aujourd'hui, il y a une rupture de stock sur les vélos. Pour acheter un vélo, c'est 8 mois. Et puis, je sais pas si tu as dans ton garage un vélo dont tu ne sers pas, mais quand je fais des sondages comme ça, j'arrive à 90% des gens ont un vélo dont ils ne se servent pas dans le garage.
Et on est en rupture de pièces. Il y a un gars qui est en train d'inventer la structuration d'une filière d'économie circulaire du vélo pour remettre en service toutes ces pièces détachées et répondre à la pénurie, mais en même temps réinventer un modèle qui est centré finalement sur le durable et sur la remise en boucle circulaire de nos vélos. Voilà, ça c'est concret et c'est extrêmement intéressant et on peut embarquer plein de monde autour de finalement le vélo dans notre région, comment on le voit dehors. On passe du vélo touristique au vélo utilitaire de l'usage quotidien. Donc ça entraîne plein d'autres réflexions, l'aménagement de nos territoires, la place qu'on laisse au vélo dans les villes, etc. Donc autour d'un sujet comme ça, on peut tirer plein de fils. Quand on tire le fil, il y a une pelote entière qui se déroule. Donc voilà, on travaille beaucoup aussi là-dessus. Et puis, dans les voies qui sont explorées, c'est aussi celle de la coopération dans les territoires. Au-delà de l'exemple que j'ai donné sur l'écologie industrielle et territoriale, moi je crois beaucoup aussi au rôle des collectivités pour entraîner la transition dans leur territoire. On a créé un lab qui s'appelle Oxygène, qui est un lab des transitions et qui accompagne les territoires, un peu dans la même logique que ce que je disais pour les entreprises. Je comprends quel est le problème, là où nous en sommes, ensuite on accompagne le territoire dans le changement, et puis pour certains qui sont déjà avancés, on a des promotions de pionniers qui tirent, qui capitalisent et qui mettent à disposition leurs connaissances. C'est un peu le modèle de la fabrique des transitions au niveau national, et on a à peu près dans la région une trentaine de territoires qui sont engagés aujourd'hui dans ces démarches. Voilà. Et du coup, ça provoque, ce qui est intéressant, c'est qu'on embarque dans ces territoires des collectivités, mais aussi des acteurs du territoire pour évidemment faire la jonction entre le public et le privé autour de ces changements. Voilà, donc ces dynamiques locales, évidemment, servent toutes les transformations que l'on veut porter. Donc l'économie de la fonctionnalité, ce n'est pas qu'une affaire de l'économie au sens entreprendre de l'entreprise. C'est au sens aussi territorial. Voilà. C'est l'économie des services publics aussi et se pose dans ces mêmes réflexions. Necoé, par exemple, a accompagné Pôle emploi dans une réflexion sur le service rendu. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est important qu'à cet endroit-là, on porte un peu les mêmes raisonnements. Et peut-être le dernier point à mettre en évidence, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un dispositif qui s'appelle À vos idées, à vos initiatives de développement, et qui est un dispositif qui finance de la coopération entre acteurs au service du développement durable, même si j'aime pas l'idée de développement durable, du territoire. Donc on finance des acteurs qui travaillent ensemble, privé-public, privé-privé, public-public, pour la transformation d'un sujet dans le territoire. C'est assez unique, on a soutenu de nombreux projets avec ça, on soutient en fonctionnement, en investissement. À l'intérieur de l'initiative de développement, on peut soutenir plusieurs projets. Et c'est parti d'abord du milieu rural, parce que ça s'appelait Idées en campagne à l'origine, ça a été étendu à tout le territoire. Et c'est une vraie manière de réinventer des filières économiques locales, d'imaginer le mieux vivre dans les territoires, par exemple des solutions de mobilité solidaire dans les territoires ruraux, de travailler sur de la coopération culturelle dans les territoires. Donc avec ce dispositif-là, on a un levier de changement extrêmement important. Et vraiment, on est très fiers de ce dispositif parce qu'il a créé toutes ces initiatives un peu inspirantes que j'ai été rencontrées, bien souvent, elles ont été soutenues par À vos idées. Et elles ont un autre complément qui s'appelle le programme Leader, qui est un programme européen qui est pas assez connu, mais qui soutient justement des initiatives publiques-privées au service du développement rural. Et qui fonctionne un peu sur les mêmes bases. Et donc là, on arrive des fois à aider jusqu'à 80% de financement sur des projets coopératifs dans les territoires. Mais l'obligation, c'est de travailler à plusieurs. Ce qui est souvent pas si simple que ça. Beaucoup butent sur cet aspect-là, mais il est central. Donc voilà. Donc ça, voilà un peu tous les leviers qu'on utilise, de l'ingénierie, des dispositifs de financement pour accompagner des démarches collaboratives, coopératives, des accélérateurs pour entraîner les entreprises dans le changement. Voilà, donc c'est un peu tous les leviers qui sont actionnés actuellement pour accompagner le changement de modèle dans notre région. Comment tu as utilisé les sphères de vie, l'économie de la fonctionnalité de la coopération? On parle effectivement de réorienter l'économie autour des usages, du bien vivre alimentaire, de la mobilité, de l'habiter.
de s'habiller, la culture. Enfin, voilà. Ben, en fait, alors moi, là, on travaille sur une idée que moi j'appelle les territoires fabricants, avec cette idée que il faut que le territoire, il faut aider les territoires à reprendre conscience de leur lien de subsistance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à savoir ce qu'on est en train d'utiliser, d'où ça vient et de quelle chaîne. Voilà. Et parce que je ne suis pas pour le localisme et le repli sur soi. Mais par contre, il y a beaucoup de choses que nous serions capables de refabriquer localement, à proximité, plutôt que d'être dans des logiques de concentration. Voilà, je donne souvent l'exemple du savon. C'est quand même fou d'avoir perdu la capacité à fabriquer du savon localement, d'avoir perdu aussi les savoir-faire qu'il y a autour. Et les exemples, on peut en trouver plein, et qui est un élément essentiel dans nos vies. Et ben aujourd'hui, c'est des grandes entreprises qui vont fabriquer en série du savon, du shampoing, etc., etc. Alors que voilà, moi, je défendais l'idée de manufacture locale, coopérative, où on va réapprendre à fabriquer des produits qui vont servir le bien vivre, nos sphères de vie locales. Voilà, donc ça c'est, je pense que quand on parle de relocalisation, moi je parle de reterritorialisation aussi. C'est-à-dire c'est pas simplement rapatrier des activités industrielles, c'est repenser un modèle économique qui tient compte du réel, qui tient compte du territoire, qui tient compte des gens qui habitent le territoire et qui cible les usages des gens et qui ne cible pas seulement la question du bénéfice économique, et dont le modèle économique s'appuie, intègre les aménités et les externalités et sert l'usage, sert l'humain, sert nos vies. Voilà. C'est, pour donner un autre exemple, la question du confort thermique dans l'habitat. C'est un sujet majeur. Là, j'ai lancé hier la marque Centre Val de Loire Rénovation. On a mis en place tout un écosystème pour accompagner les gens du début, de leur comprendre l'enjeu d'isolation jusqu'au montage technique, montage financier et même suivi des consommations 3 ans avant. Avant ça, c'était inimaginable. Et faire ça, c'est développer une activité économique autour des matériaux biosourcés dans notre région. C'est travailler sur les artisans. On n'en a pas assez, il en faudra beaucoup plus. Et donc là, il y a une économie ancrée localement au service du mieux vivre des gens qui peut s'inventer, plutôt que d'être dans des logiques, là encore une fois, quand il y a eu l'opération 1 euro, isolation à 1 euro, on a vu arriver des entreprises de margoulins qui sont venues vendre aux gens du bien ou du service mal amené, pas au service des gens, sans contrôle sur l'usage. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. Voilà. Et effectivement, si on repart de ce que sont les besoins de nos habitants, il faut réinventer aussi les activités là-dessus, alors que plutôt l'économie a cherché à générer de nouveaux besoins, et en oubliant peut-être les besoins de nos sphères de vie, de notre qualité de vie. Les besoins essentiels. Voilà, c'est ça. Et la crise Covid a montré ça quand même. Les ruptures de chaîne, le risque de rupture dans la chaîne d'alimentation quand même, c'était un truc de dingue. Mais sur de nombreux domaines, sur les déchets, on a pu mesurer que tout était perturbé, sur la question de l'énergie. Il y a eu beaucoup de domaines où cette crise a montré les vulnérabilités auxquelles nous sommes confrontés. Et donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de reterritorialiser, recréer des filières courtes, faire en sorte que la valeur ajoutée nous nourrisse le territoire, permette de réinventer des solutions, et puis peut-être aussi de démonétiser une partie de l'économie, parce que l'économie de l'échange, elle est tout à fait possible, et il ne faut pas le voir comme un ennemi de l'économie, mais comme une nouvelle manière d'être en relation avec les autres. Voilà, je donne toujours cet exemple quand même flagrant, parce que Jean-François Caron l'utilise, donc je lui pique, mais celui de la perceuse. Voilà, les gens achètent une perceuse pour l'utiliser à peu près moins d'1 heure par an. Voilà. Alors que ce qu'ils ont besoin, c'est de faire un trou. C'est pas d'avoir une perceuse. Sauf qu'on leur vend des perceuses bas coût. Voilà. Donc là, il y a toute une réinvention. Et ça se fait dans le territoire. Ça se fait dans l'endroit où on se reconnaît entre humains, où on joue collectif. Voilà. Donc pour moi, la clé, elle se joue là. On peut raconter d'en haut qu'il faut tout changer, mais si on ne se l'approprie pas en bas, collectivement, on n'y arrivera pas. Est-ce que tu peux me parler de la fabrique des transitions ? Et de mon ami Jean-François Caron, entre autres, parce que ce n'est pas le seul. Ce qui est extrêmement intéressant
dans cette alors la fabrique des transitions, c'est un interréseau d'acteurs qui accompagnent la transition dans les territoires, pour faire un peu court, et qui parie sur l'alliance des territoires, c'est-à-dire la mise en connexion des territoires pour avancer vers la bifurcation, la bascule, on l'appelle comme on veut, qui entraîne. Donc c'est à la fois aider ceux qui sont au début, s'appuyer sur l'expertise de ceux qui ont beaucoup avancé. C'est le cas de Jean-François Caron à Los Angeles, qui est quand même un modèle reconnu de transformation économique et réussi à une échelle d'un territoire. Et donc la fabrique des transitions, moi dès le début, j'y ai adhéré sur ces dimensions, sur cette capacité à allier démocratie, à allier coopération et à allier enjeux économiques dans les territoires. Voilà. Et je trouve que c'est ce qu'elle porte de manière assez efficace, et elle est d'inspiration de l'économie de la coopération, de l'économie de la fonctionnalité, même si c'est pas estampillé, parce que je crois qu'il faut toujours d'ailleurs faire attention aux concepts qui nous enfermeraient, mais c'est bien les principes et les valeurs qui sont en jeu qu'active la fabrique des transitions. Moi, ce que j'ai essayé de faire dès qu'elle s'est montée nationalement, c'est d'organiser cette alliance régionale des territoires en transition. Et donc, voilà, on avait fait des premières réunions, entre 30 et 40 territoires. Ça allait d'un quartier en transition, Velpeau en transition à Tours, à un territoire plus large, Bois-Chaud Sud en transition dans l'Indre, à une commune où on a, à Rogny dans l'Indre-et-Loire, où on a une municipalité tournée vers la transition et un collectif citoyen tourné vers la transition. Et ils travaillent ensemble. Et dans la commune, ça déclenche énormément de choses. Ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà. Et donc, l'idée de la fabrique des transitions, c'est ça. C'est d'amener de l'expertise, de l'ingénierie sur ce que c'est que cette transition qu'il faut aborder 360 degrés. C'est-à-dire que là où on échoue aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques intéressantes. Mais quand on fait la somme des pratiques intéressantes et de toutes les autres, on n'est pas sur les trajectoires. On n'est pas du tout aligné sur les trajectoires de la COP 21. Tout le monde le mesure aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est un changement systémique. Et ce changement systémique, il a besoin d'ingénierie pour être accompagné. Voilà, il faut raisonner toutes les dimensions. Il ne faut pas raisonner avec des cloisons. Et donc, la fabrique de transition, pour moi, c'est un peu ça qu'elle raconte. Et ce qu'on essaye de faire ici. Alors justement, est-ce que tu as l'impression que ça avance partout en France ? Bonne question. Tu vois, avec la fabrique des transitions, je pense que vous avez une vue de ce qui avance. Quelle est ton impression là-dessus ? Est-ce que tu as l'impression que tous les territoires de France sont en train finalement de se mettre un peu en mouvement par rapport à ça ? Alors, je pense que partout dans les territoires, il y a des gens qui se mettent en mouvement. Je ne crois pas que les territoires, en tant qu'entité politique, s'engagent... Je parle vraiment plus effectivement d'hommes dans les territoires. Oui, alors partout, je crois qu'il se passe des choses. Et vraiment, et ça c'est la leçon de ma tournée citoyenne, c'est que l'inspiration, elle est là, quoi. Les gens qui changent le monde, il y en a. Maintenant, parfois, c'est très localiste. C'est pas connecté avec d'autres expériences. Et qu'il y a un boulot de colporteur à faire, qui est d'aller raconter ces histoires-là, les mettre en lien. Et c'est peut-être ce que la fabrique, elle est aussi un assembleur, finalement, d'initiatives de transition. Et ça, c'est pour moi très important. Il faut réussir à en faire une perspective. Il faut qu'on arrive à construire le récit du monde d'après. Ça, c'est extrêmement difficile. Il y a quelque chose que j'ai entrepris là-dessus en région qui est, à mon avis, très intéressant. J'ai lancé un appel à projet autour de culture et résilience, en embarquant les acteurs culturels sur la mise en récit du changement. On a par exemple une structure à Tours qui s'appelle le Polo, le pôle des arts urbains, qui a travaillé sur la mise en place d'un parlement de la Loire. La Loire, le fleuve qui traverse notre région, qui est dans un état déplorable, il travaille sur la création d'une représentation de la Loire, de la personnalité juridique de la Loire et de la réappropriation collective de la Loire. C'est extrêmement intéressant. Ils ont travaillé sur un opéra de la transition. Ils travaillent sur le déchet, l'art dans la ville. Voilà. Et en fait, ça nous permet de décloisonner nos raisonnements, parce que je pense qu'on est dans un moment, les psychanalystes disent supraliminaire, c'est-à-dire que ça dépasse les capacités de raisonnement presque. Et donc on a besoin d'ouvrir les chakras, et la culture peut être un acteur majeur pour ça. Donc nous, on a été les chercher là-dessus, on a reçu une trentaine de projets pour porter
c'est cette idée du récit futur et du monde dans lequel on pourra vivre demain. Ça, c'est quand même très très important pour pouvoir avancer sur ces changements. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. C'est pas totalement organisé. Ça représente pas encore totalement un projet d'avenir. Voilà. Dans les signaux positifs, je donne cet exemple. Il y a 5 ans, j'étais candidat et à chaque fois qu'on est candidat, on est auditionné par les acteurs économiques. J'avais été auditionné par le MEDEF il y a 5 ans, il y a 6 ans. Ça, s'était pas bien passé. On n'avait pas les mêmes visions, c'était de l'affrontement. Je suis de nouveau auditionné en 2021 lors de la campagne. C'est pas le même discours que j'ai entendu. Alors le mien, c'est sans doute aiguisé, mais j'avais en face des acteurs, des chefs d'entreprise qui discutaient plus du constat, qui discutaient de la manière dont on va faire, mais le constat était acquis. Et c'est quand même une marche qui est franchie. C'est-à-dire que y avait plus, comme disait Nicolas Sarkozy en son temps, l'environnement, ça commence à bien faire. Voilà, oui, il y a un truc, il y a une petite bascule quand même qui s'est fait, c'est que tout le monde reconnaît que et c'est souvent classé d'ailleurs dans les sujets prioritaires pour nos concitoyens. Bien souvent, on se concentre sur le chef d'entreprise qui est évidemment central, mais on oublie là aussi la coopération, la capacité des salariés à dire mon habileté aujourd'hui c'est ça, elle pourrait être transférée, être utile à tel endroit. Et c'est peut-être ça aussi que le FC amène, c'est des démarches de design collectif pour repenser finalement le sens de l'activité, transformer le bien et le service en se centrant sur l'usage et la valeur humaine. Voilà. Donc, l'état des lieux, il est là. Maintenant, ce qui manque, c'est le sentiment de pouvoir agir là-dessus. Comme c'est tellement énorme que pour beaucoup, ça bloque un peu, ça tétanise, ça sidère, alors qu'il faut réussir à entraîner dans le changement. Et c'est là où les territoires sont majeurs, parce que c'est cet endroit-là où on peut avoir cet effet d'entraînement. Donc oui, les lignes bougent, pas assez vite, pas suffisamment. L'idée du nouveau modèle économique, on ne se la représente pas assez. Évidemment, c'est ce qui rebute les élus quand on leur dit oui, il y aura un nouveau modèle économique, etc. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait sous la pression de Veolia, de Suez, de Total, qui viennent sans arrêt vous vendre du service, qui vont coûter moins cher sur les finances locales, etc. Donc il y a un truc coincé entre le monde d'avant et le monde d'après. Mais il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, moi, c'est là où mon énergie, je la trouve. Sinon, honnêtement, il y a de quoi désespérer. Qu'est-ce que tu conseillerais aux territoires qui finalement ne sont pas encore dans cette dynamique, qui n'ont peut-être pas encore testé ou travaillé le modèle économique finalement territorial? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, il faut être tout à fait modeste parce que, voilà, j'ai l'impression que peut-être, en tout cas, moi je peux parler de moi, pour d'autres, je sais pas bien, mais il faut avoir un peu fait ce chemin de prise de conscience. Donc pour ça, il faut voyager. Voilà, il faut voyager, il faut aller voir les autres, il faut regarder ce qui se fait et il faut peut-être pas simplement regarder la bonne pratique ou la pratique inspirante, mais essayer à partir de ça de refabriquer un modèle. Voilà. J'ai envie de dire qu'il faut aller chercher des sources d'inspiration, elles sont là autour de nous. Les gens qui font, les gens qui théorisent ça, il y a quand même plein de gens qui ont écrit plein de choses sur ces sujets-là. Voilà, il faut organiser l'accompagnement, ça c'est central, sinon ça ne fonctionnera pas. Et voilà, et c'est imaginer, et ça c'est peut-être le plus dur, dans un raisonnement qui n'est pas celui qu'on a acquis, qu'on peut vivre mieux avec moins. Et qu'il y aura peut-être du moins, mais il y aura du mieux. Et sortir du quantitatif pour aller vers le qualitatif. Je pense que ça, c'est la clé. Et sauf qu'on a des raisonnements qui sont fondés plutôt sur le quantitatif. Voilà. Donc, plutôt que la compète des territoires et où on passe son temps à dire « Ah, nous, on est premier, on est troisième, on est 21e », ça a tellement peu de sens. C'est de regarder les indices de la qualité de vie, c'est de regarder les indices du bonheur citoyen. Ça existe en plus tout ça, c'est des indicateurs. Les indicateurs des territoires fabricants, est-ce qu'on on est capable de fabriquer, est-ce qu'on a retrouvé des savoir-faire, des capacités à échanger localement? J'ai envie de dire qu'il faut explorer toutes ces voies-là et que tout ça, c'est aussi parce qu'on crée l'écosystème favorable qu'on y arrivera. Donc le boulot d'un élu, le boulot des territoires, c'est d'organiser cet écosystème du changement. Voilà. Donc
modeste conseil parce que je ne sais pas si je m'autorise à conseiller, mais en tout cas, je peux dire ce qui m'inspire et ce qui me fait avancer moi ici, voilà, avec plein de contraintes et plein de limites évidemment. Alors le monde de demain, tu l'imagines comment ? Alors moi j'imagine, d'abord je l'imagine relocalisé, reterritorialisé, je l'ai beaucoup dit, mais j'imagine qu'on a retrouvé dans nos territoires de vie l'ancrage, le lien au réel, le lien à la nature, le lien à ce qui nous est utile, qu'on a retrouvé de la démocratie pour décider de ce qui nous est utile localement, et en même temps je l'imagine dans des territoires connectés, dans des archipels. Qui ne sont pas des territoires en concurrence, qui ne sont pas des territoires sans égalité. C'est fédéré aussi, parce que la fédération peut permettre d'avoir le destin commun, mais c'est des territoires qui coopèrent, qui échangent, qui ont pris conscience de leur dépendance vis-à-vis d'autres, mais qui ont aussi pris conscience du rôle qu'ils jouent par rapport à d'autres, à l'inverse, et qui transforment ces dépendances en opportunités d'échange et de coopération. Voilà, je l'imagine comme ça. Je l'imagine évidemment avec de la production locale, donc plutôt que des grandes usines, bah oui, des micro-usines locales, des manufactures collectives. Je l'imagine sobre et dans une sobriété heureuse, parce que je ne vais pas acheter une perceuse, je vais aller dans une outil tech et je vais rencontrer mes voisins et je vais partager avec mes voisins, et donc il va y avoir de la valeur sociale ajoutée. Cette expression, je ne sais pas si elle existe, mais en tout cas, il faudrait l'inventer. Voilà. Et donc voilà, j'imagine tout ça dégagé du futile et rééquilibré par cet ancrage et cette connexion aux écosystèmes. Donc voilà, je nous imagine demain de nouveaux terriens. Pour la dernière question, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de partager ? D'abord, j'ai envie de te dire merci pour cet échange et de le partager, parce que c'est... D'abord, moi, j'apprécie d'avoir des moments où voilà, on peut se projeter, on peut raisonner, on peut avoir... et où il n'y a pas il n'y a pas la tyrannie de la réalité. C'est-à-dire, je m'explique, c'est le titre d'un ouvrage, et qui obligerait à être pragmatique. Moi, j'ai du mal avec le mot pragmatique, qui finalement est un empêcheur de penser. C'est le pragmatisme, c'est donc le réel, mais une certaine lecture du réel qui s'imposerait à nous, le réel économique de l'ancien modèle, et donc il ne faudrait rien dire et rien changer. Donc moi, des moments comme ça, je pense que ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien, et puis ça me fait faire un pas de côté. Et donc voilà, j'ai envie d'ajouter ça. On est dans une frénésie de la vie, du temps et de l'accélération. Les temps comme ça, c'est des temps de pas de côté, voilà, et donc j'ai envie d'ajouter ça. Et continue de faire ce que tu fais, et j'ai l'impression de faire la même chose quand je suis élu, donc parce que là je te parle de gens qui sont en train de faire des choses, et à chaque fois que je vais à un endroit, je me souviens, ça me met ça connecte avec un autre endroit, et j'amène un peu de l'autre endroit là où je vais, et ça, je trouve que c'est politiquement efficace de faire ça. Bien sûr. Voilà. Charles, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Avec grand plaisir. Pour le temps que tu nous as accordé. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Agir pour changer le monde, à la découverte d'un autre acteur engagé. Merci Angélique.